au Sénégal. Et donc c'est dans ce cadre de cet ambitieux programme-là qu'ils ont soutenu l'université numérique pour mettre en œuvre au Sénégal le programme Force N. Le programme Force N propose une panoplie de certificats de compétences dans les domaines du numérique. Le programme Force N est en train de mettre en place un panorama de formation en domaine numérique à la lumière des besoins identifiés auprès des entreprises. Donc ces besoins couvrent les métiers du développement de logiciels, les métiers du marketing digital, les métiers liés aux données, tout ce qui est data scientist, data analyst, traitement de données avancées. Il y a également des certificats dans les compétences de base du numérique, tout ce qui est bureautique, utilisation des réseaux sociaux à travers le certificat de commerce digital. Force N contribue de manière décisive à la transformation structurelle de l'économie numérique du Sénégal. À travers le plan Sénégal émergent, notamment la stratégie nationale SN25 qui veut promouvoir le numérique au Sénégal, il y a une ambition vraiment de développer le capital humain. Le programme Force N vient offrir des certifications de compétences de bon niveau à tous ces jeunes-là, de sorte qu'à l'horizon 2027, nous allons former 80 000 jeunes dans les métiers du numérique. Et parmi ces jeunes-là, nous sommes vraiment tournés vers les jeunes filles, car le programme est vraiment fait pour elles. Notre ambition, c'est vraiment d'arriver à former près de 70% de jeunes filles dans le cadre de nos différents accompagnements. Force N participe à la transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une transition vers le numérique. Depuis le démarrage du programme, on a pu former près de 10 000 jeunes dans les certificats que nous offrons gratuitement. Aujourd'hui, grâce à la présence du programme Force N, les entreprises du Sénégal sont assurées de pouvoir disposer localement des compétences qui peuvent les accompagner. Digitalisation. Sur ce webinaire, Mohamed Sow, psychologue conseiller, va aujourd'hui démarrer la première partie d'interprétation du profil protagoniste dans le cadre des tests de personnalité. Donc, on va lui passer la parole pour la présentation et après démarrer la deuxième partie avec Fatou Ley, qui est agent au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Elle va compléter la présentation tout à l'heure et comme on n'a qu'une heure de temps, Mohamed, je te passe la parole et la main pour démarrer la présentation de la première partie. Bonne session à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Babacar. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Madame Sow Fatouley, ma co-facilitatrice. Je me joins au mot de félicitations et je vous dirai aussi bon courage pour la suite du parcours. Aujourd'hui, pour ce qui nous réunit durant cette matinée, c'est l'interprétation des tests de personnalité. Mais avant d'aborder la question, permettez-moi de me présenter. Comme l'a si bien dit tout à l'heure Babacar, c'est Mohamed Sow, je suis psychologue conseiller en service au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, un service rattaché au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Et nous sommes son bras technique quand il s'agit d'accompagnement psychosocial des élèves et des personnels de l'éducation, mais aussi tout ce qui est question d'orientation, c'est-à-dire le fait de mettre en concordance les filières de formation et les débouchés sur le marché du travail. C'est nous qui sommes en tout cas la cheville ouvrière du ministère de l'Éducation nationale. Par rapport à Force N, nous travaillons sur plusieurs, en tout cas, activités, dont celle-ci, c'est-à-dire l'interprétation des tests de personnalité. Je m'en vais peut-être vous expliquer c'est quoi d'abord une test de personnalité, avant d'aborder la question qui va concerner directement votre profil, c'est-à-dire les protagonistes. Les tests de personnalité sont des outils psychométriques. Quand je dis outils psychométriques, je fais allusion à cette branche de la psychologie, et plus précisément de la psychologie différentielle, qui s'intéresse aux différences individuelles. C'est-à-dire, les gens n'ont pas les mêmes
type de comportement face à une situation donnée. Donc, l'outil psychométrique va permettre de différencier les gens et parfois à des, en tout cas, différences tellement, je dirais, petites, oui, mais ça permet quand même de montrer qu'il y a des différences entre les individus. Et ces différences, nous pouvons les noter au niveau du caractère, au niveau du comportement, au niveau des préférences, mais aussi au niveau des motivations. Donc, face à une situation, ou bien quand on s'engage dans une voie donnée, il y a énormément de choses qui peuvent nous différencier les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui donne toute l'importance au test de personnalité. Et rien que pour ça, nous disons merci à Force N de pouvoir mettre à votre disposition un test de personnalité pour que vous puissiez en savoir davantage sur vos préférences individuelles, mais aussi pour que vous puissiez comprendre les autres qui sont en face de vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec nous sur un profil, le profil ENFJ, protagoniste. Mais en même temps, ou bien au même moment, il y a d'autres qui sont sur d'autres panels. En somme, nous avons, avec le MBTI, 16 types de personnalités. Donc, ça veut dire que vous allez, au cours de vos expériences professionnelles, au cours de votre vie, rencontrer des gens qui peuvent parfois quand même être le contraire de ce que vous êtes, ou bien en tout cas se différencier de vous sur un certain nombre de points. Mais avant d'en arriver là, essayons de voir vos traits de caractère. Le travail sera organisé ainsi qu'il suit. On aura une introduction pour revenir sur les généralités des tests MBTI. On va voir ces dimensions, les 4 composantes du MBTI qui sont souvent présentées en forme de pôle. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de pôle négatif ou bien de pôle positif. Ce qu'il y a ici, c'est des différences individuelles. Chacun préfère une certaine dimension par rapport à une autre. Nous allons faire aussi un tour d'horizon pour comprendre le personnage protagoniste ou bien tout simplement le personnage ENFJ. Les professions dans lesquelles vous êtes en tout cas bien représentés, mais nous allons, avec Madame Sow surtout, faire une corrélation entre vos soft skills, en tout cas vos prédispositions comportementales, aux exigences, par exemple, des familles de métiers. Et je pense que pour cette cohorte ici, c'est IA et données. Donc, nous allons vous faire le point sur vos atouts, mais aussi revenir sur le gap à combler pour vous épanouir dans ces professions-là. Pour terminer avec une conclusion. Oui. Le MBTI, c'est quoi? On dit que c'est l'indicateur typologique de Mayer et Briggs. Mayer et Briggs sont des Américaines qui ont réfléchi sur le personnage ou bien en tout cas les préférences individuelles. C'est une mère et sa fille. Et il faut dire que c'est pas elles qui ont démarré la réflexion sur soi. Vous pouvez remonter jusqu'à l'Antiquité grecque pour comprendre que l'interrogation sur soi ne date pas, par exemple, du XXe siècle. Non. C'est quelque chose qui date de très, très longtemps. Et vous vous rappelez du fameux
de la fameuse interrogation ou bien de la fameuse assertion de cette philosophe qui disait que je pense, donc je suis. Ou bien tout simplement, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc ici, c'est une question de connaissance de soi, de son caractère, de son comportement, de sa motivation ou bien de ses préférences. Et en tant que recruteur, d'habitude, il y a des gens qui peuvent vous dire très rapidement leur qualité. Oui, quand vous leur dites, parlez-moi de vos qualités, ils peuvent très rapidement mettre le curseur quelque part. Mais quand il s'agit de rendre compte de ces défauts, les individus ont parfois des difficultés. Et c'est important de connaître ses limites. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est là-bas où il faut parfois mettre le curseur pour développer des compétences qui viennent combler ce vide-là. Donc, toute l'importance de ces tests de personnalité réside dans ce fait-là. Ça vous donne vos points forts, mais aussi ça vous trace ce qu'on appelle le chemin de développement. Donc, vous qui avez, en tout cas, fait ce test-là, vous êtes répartis en plusieurs groupes. Et vous qui êtes là avec nous, c'est que vous avez le type, en tout cas, protagoniste, ce qui vous renvoie directement vers ce panel pour qu'on puisse expliquer de quoi il s'agit exactement. Oui. Les dimensions du MBTI, on dit qu'il y en a quatre dimensions dominantes, mais qui sont présentées sous forme de pôles. Et je l'avais dit, je le répète, il n'y a pas un pôle meilleur qu'un autre ou bien que les autres. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a des pôles de préférence. Et quand on parle de préférence, c'est ce que nous allons choisir face à une situation. Mais on peut s'interroger sur ce qui détermine cette préférence. Ce sera très difficile dans le cadre de ce panel de rentrer dans le fond du sujet, mais retenez ceci, c'est qu'il y a des influences naturelles, des choses qui sont en nous, des gènes qu'on a hérités de nos parents. Mais aussi, il y a des influences culturelles, des choses qu'on a engrangées dans notre parcours social, ce qui nous donne, en tout cas, des éléments, en tout cas, à cristalliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons dans telle ou telle direction en fonction de nos origines sociales. Les quatre dimensions ici sont l'extraversion et l'introversion. La première, en tout cas, comparaison se fait à ce niveau. Est-ce qu'on est extraverti ou bien est-ce qu'on est introverti? L'extraversion, c'est quelqu'un qui a tendance à aller dans son environnement, à aller vers les autres, à puiser son énergie dans son environnement, que ce soit social ou bien physique. Alors que l'introverti, lui, puise son énergie de manière intrinsèque, c'est-à-dire dans son fort intérieur. Sensation versus intuition. Oui, des gens qui recueillent des informations par rapport à ce qu'on appelle les 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Par contre, il y a d'autres qui réfléchissent ou bien qui tirent leurs informations de ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire le flair ou bien ce qu'on appelle communément le 6e sens. Il y a d'autres qui procèdent par pensée, ça veut dire qu'ils réfléchissent, ils raisonnent, ils cogitent pour pouvoir prendre une décision. D'autres, par contre, se basent sur ce qu'on appelle des sentiments. Les sentiments peuvent être patriotiques ou tout simplement amoureux ou bien familial. En tout cas, c'est des sentiments, des valeurs qui guident leur prise de décision. Et pour terminer, il y a des gens qui sont dans le jugement, c'est-à-dire ils raisonnent,
il planifie, il calcule tout et de manière logique, ils prennent une décision. Par contre, pour d'autres, sont dans la perception. Oui, ce que peut-être leur imagination, ce que leur intuition leur donne comme élément pour pouvoir aller prendre une décision. Oui, donc en détail, vous pouvez voir que ces 4 paires de préférences ou dimensions décrivent des activités. La source d'énergie, la perception, la décision ou bien le style de vie. Oui, de quelle manière une personne puise son énergie quand il s'agit d'introversion ou bien d'extraversion. De quelle manière, à quoi une personne prête attention? Oui, pour tirer de l'information, la sensation ou bien l'intuition. Mais aussi, comment est-ce que nous prenons nos décisions? Soit par la pensée, et ici vous allez voir que penser, au lieu de P, on a mis T. C'est un emprunt de l'anglais thinking. Et le sentiment, feeling, c'est pourquoi on a F ici. Le style de vie qu'une personne adopte par le jugement ou bien par la perception. Et vous pouvez voir que vos initiales rendent compte un peu de vos préférences. Nous allons revenir en détail sur ces éléments-là. Oui, ce tableau-là rend compte un peu des caractéristiques des 4 échelles. Extraversion, introversion. L'extraverti préfère tirer son énergie du monde extérieur, des personnes, des activités et des choses. Tout le contraire de l'introverti. Maintenant, le problème ici, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Non. La question ne se pose pas en ces termes. La question se pose en ces termes, c'est-à-dire je veux embrasser tel ou tel corps de métier, telle ou telle formation. Quelles sont les exigences de cette formation? Qu'est-ce que j'ai en termes de prérequis? Et qu'est-ce qui me reste à combler pour pouvoir m'épanouir dans cette formation ou bien dans cette voie professionnelle? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et nous allons vous expliquer en détail vos qualités, vos préférences, mais aussi vos motivations. Et là, vous allez voir, avec Madame Sow surtout, comment est-ce que vous devez aborder les filières comme IA et données. Qu'est-ce qu'il vous faut réellement? Qu'est-ce que vous avez déjà et à consolider? Donc, c'est en ces termes-là que se pose la question des tests de personnalité. La sensation versus l'intuition. Oui, préfère celui qui développe la sensation, préfère recueillir des informations grâce à ses 5 sens. C'est tout le contraire de celui qui va vers l'intuition. Il va utiliser son 6e sens. Et on dit que c'est quelque chose qui est très développé chez les dames. La pensée versus le sentiment, mais aussi le jugement, quand même, comparé à ce qu'on appelle la perception. Donc, on va faire un tour d'horizon pour comprendre un peu mieux le personnage ENFJ. Oui, les ENFJ, les protagonistes, sont des leaders naturels. Et nous allons vous dire pourquoi ils sont qualifiés comme ça. Parce que c'est des gens qui sont très empathiques, des gens qui prennent en considération dans leur prise de décision les préoccupations des autres. Et vous allez le voir, il y a d'autres personnages, d'autres types de personnalités qui sont très froids, qui ne sont pas empathiques et qui sont dans ce qu'on appelle l'impersonnel. Ce qui veut dire qu'ils sont peut-être un peu contraires ou bien contradictoires vis-à-vis de votre personnalité.
C'est pourquoi, ici, on dit que vous avez la capacité de comprendre votre entourage, ce qui vous permet d'avoir une influence considérable sur lui. Vous êtes d'une capacité d'empathie extraordinaire, ce qui vous fait très aisément percevoir les besoins et les motivations des autres. L'empathie, c'est quoi? La capacité ou bien ce souci-là de se mettre à la place de l'autre pour imaginer ou bien même faire de telle sorte à comprendre ses sentiments, ses ressentis ou bien tout simplement ses préoccupations. Et on dit que vous êtes par excellence des chefs charismatiques. Qu'est-ce qui vous fait, en tout cas, qu'est-ce qui fait de vous des chefs charismatiques? Nous allons le montrer un peu plus. Votre capacité d'écoute, votre empathie, votre manière de vous mettre à la place des autres, c'est des éléments extraordinaires à développer quand il s'agit de travail d'équipe. Les protagonistes ont des valeurs fortes concernant le bien de l'humanité. Oui, votre humanisme. C'est important aujourd'hui de parler d'humanisme. Même dans la bureaucratie, dans les ressources humaines, dans pas mal de domaines, aujourd'hui, la dimension humaine est indispensable. Et chez vous, ce n'est pas quelque chose que vous aurez à apprendre, c'est déjà un acquis considérable. Vous essayez de mettre en œuvre dans votre quotidien du moins, ces valeurs-là. À chaque fois, c'est ce qui guide votre action. Les protagonistes cherchent à faire le bien auprès des gens qui les entourent. Maintenant, quand vous cherchez à faire le bien, ça part de vous et ça revient vers vous. C'est ce qui fait que les gens, quand même, vous poussent vers, en tout cas, ce qu'on appelle le lead, vers un peu comment dirais-je, les élites qui vont diriger les groupes parce que vous êtes empathique. Vous prenez en considération les préoccupations des autres et vous êtes des gens humainement quand même recherchés. Les protagonistes sont par nature altruistes, l'altruisme, honnêtes, énergiques et de bonne humeur. C'est pour ces raisons qu'ils sont généralement très appréciés. Moi, j'aurais bien aimé avoir des amis comme ça. C'est des choses qui sont recherchées, des valeurs qui sont vraiment recherchées et vous pouvez le voir. L'altruisme, qui est le contraire de l'individualisme, l'égoïsme. Ils sont honnêtes, la probité. Ils sont énergiques, ils sont dynamiques. Mais aussi, ils distillent ce qu'on appelle de bonnes, des ondes positives, c'est-à-dire la bonne humeur. Et c'est important dans un groupe parce que ça booste la productivité. Les protagonistes ont une très bonne écoute. Ils écoutent les autres, ils acceptent des idées divergentes et sont vraiment tolérants. Là aussi, c'est important. De la discussion jaillit la lumière. Quelqu'un qui a la capacité d'écoute, qui a cette humilité à accepter les idées des autres et à se plier aux décisions du groupe, c'est quelqu'un qui est vraiment recherché dans ce qu'on appelle le travail d'équipe. Ils sont naturellement charismatiques et savent très aisément capter l'attention des autres. Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils prennent en considération les préoccupations des uns et des autres. C'est ce qui fait dire aux théoriciens du MBTI que c'est des leaders naturels. C'est important. Maintenant, on fait des descriptions par rapport au score, aux préférences que vous avez après l'administration du MBTI. Quelqu'un peut se dire, moi, je ne me retrouve pas dans tout ce que l'on dit. Mais dites-vous que c'est des prérequis, ou bien en tout cas des prédispositions que vous avez en vous. Reste à les booster, à les développer, ou bien tout simplement à les mettre à l'épreuve des faits.
Mais au vu de vos scores qui vous ont mené dans ce panel-là, il faut dire que vous avez ces préférences-là d'après le MBTI. Donc, vous devez être en mesure de les éprouver sur le terrain, mais aussi de les développer pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est point fort. Oui. Vous êtes des extravertis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous préférez l'extraversion à l'introversion. Vous préférez aller vers les gens. Vous êtes chaleureux. Rapidement, vous pouvez briser la glace et aborder quelqu'un. Très rapidement, vous pouvez vous sentir à l'aise dans un environnement nouveau. Très rapidement, vous pouvez nouer des contacts. Oui. Il peut y avoir maintenant des différences près. Comme on le dit, le psychologique est à conjuguer au singulier. Il y a des gens qui peuvent être des ENFJ, mais qui sont quelque part bloqués par des faits qui font qu'ils n'ont pas encore exploré tout leur potentiel ou bien toutes leurs préférences. Le protagoniste est guidé par l'intuition et non par la sensation. C'est-à-dire que ce profil ne s'appuie pas sur ses 5 sens, non. Il développe ce qu'on appelle le 6e sens ou le flair. Vous préférez les sentiments au lieu de la pensée. Oui, c'est-à-dire les valeurs. Plutôt que la pensée, il prend des décisions selon des considérations subjectives plutôt que la logique. Oui. Donc là où certains vont développer la pensée, la logique, le raisonnement pour prendre une décision, vous pouvez dire que c'est religieux, c'est patriotique, c'est sentimental, c'est amical, donc j'adhère. C'est-à-dire que vous êtes dans les sentiments. Le NFJ préfère le jugement à la perception. En d'autres termes, sa démarche est claire et s'exprime dans un ordre cohérent, prévu et souvent prévisible. Oui, le jugement, c'est celui-là qui va avec peut-être des concepts, des idées ou tout simplement des procédures qui ont déjà existé et qu'il adopte pour pouvoir aboutir à des fins. Oui. Donc, si on résume ce profil, vous pouvez voir avec moi les différents adjectifs qui qualifient votre personnage. Actif, extérieur, sociable, public. Il est dans les relations, il est à l'aise avec les gens, mais aussi il est énergique. Centrifuges peuvent attirer tous les gens vers lui. Pourquoi? Parce qu'il prend en considération les préoccupations des uns et des autres. Oui, il est dans l'intuition, le flair, l'anticipation du futur, ce qui est aléatoire, imaginatif. C'est ça le type ENFJ. Mais aussi, il est subjectif. Il est chaleureux. Il est personnel. Il est dans les compliments. Il est dans l'empathie, les valeurs, la persuasion, etc. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle la décision, la conclusion, la planification et les échéances. C'est des choses qui intéressent le type protagoniste. C'est pourquoi on parle de leader naturel. C'est pourquoi on parle de leader charismatique. Et regardez maintenant les points forts. Excellentes qualités humaines, altruisme, bonne capacité d'écoute et empathie. Donc, c'est des qualités humaines qui poussent les individus à développer des soft skills qui leur permettent de bien évoluer, de bien intégrer dans une équipe, dans un environnement donné. Oui, quand on a l'humain en ligne de mire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on doit poser un acte, on doit prendre en considération l'impact que cet acte va avoir sur les autres. Et de ce fait, on va tout faire pour
atténuer les impacts négatifs et favoriser tout ce qui peut être positif. Ça va dans le même sens que l'altruisme, c'est-à-dire faire de telle sorte que les autres puissent se sentir à l'aise, en sécurité, mais aussi pour que les autres voient votre bienveillance, en tout cas planer au-dessus d'eux. Bonne capacité d'écoute, parce que tout cela, c'est tellement cohérent, parce que quand vous voulez vous mettre à la place des autres, quand vous voulez prendre en considération leurs préoccupations, il faut au moins les écouter, bien comprendre leur message, bien le décoder pour pouvoir aller dans le sens de prendre en considération leurs préoccupations. Ce qui, indéniablement, va aller avec l'empathie. C'est-à-dire que quand on sait tout des autres, quand on est altruiste et quand on est imbu des valeurs ou bien des préoccupations humaines, on est forcément altruiste. Mais aussi, on est forcément empathique. C'est ça les points forts du type de personnalité ENFJ. Et c'est important de le dire. Parce qu'en réalité, c'est des choses qui sont aujourd'hui recherchées. Vous savez, il ne s'agit plus aujourd'hui d'avoir des compétences techniques. C'est bon, c'est excellent d'avoir de très bonnes dispositions techniques. Mais aussi, aujourd'hui, les recruteurs pensent que c'est encore beaucoup plus important de développer des soft skills, des qualités comportementales ou bien en tout cas des qualités sociales qui puissent vous permettre d'intégrer toutes sortes d'équipes, mais aussi de vous épanouir et d'aider les autres à s'épanouir. C'est ça, aujourd'hui, ce qu'on appelle les soft skills, comparé aux hard skills, qui sont les compétences purement et simplement techniques. Donc, les choses vont de pair. Et vous avez déjà une panoplie de soft skills qui vous permettent vraiment de faire face aux exigences du monde du travail. Mais il y a ce que je disais tout à l'heure, un chemin de développement, des points à améliorer, pour ne pas dire des maillons faibles. La crainte de la solitude, l'incapacité à prioriser ou à dire non, mais l'excès d'altruisme ou bien la faiblesse de l'estime de soi, tout cela, c'est des éléments qui peuvent être des revers de la médaille, comme on dit. Comme vous êtes extraverti, vous avez tendance à vouloir être toujours dans la chaleur des autres, c'est-à-dire être toujours entouré. Mais il y a de ces métiers quand même qui vont demander parfois la solitude, parfois le reste de s'enfermer, le besoin de s'enfermer dans sa tour d'ivoire pour être beaucoup plus productif. Oui, alors qu'ici nous voyons que c'est une crainte que vous développez. Votre besoin de contact et votre aisance verbale peuvent faire de vous, en tout cas, des peureux par rapport à la solitude. Et nous allons y revenir avec Mme So. Est-ce que dans les métiers de l'IA et données, on n'a pas parfois besoin de recueillement ou bien tout simplement de s'isoler pour être beaucoup plus productif? Votre incapacité à prioriser ou à dire non. Aujourd'hui, dans le monde où les sollicitations sont extrêmement exigeantes, nombreuses et multiformes, parfois, pour gérer ne serait-ce que sa santé mentale ou bien tout simplement son équilibre interne, il faut que l'individu sache dire non. Ou encore, il faut qu'il sache prioriser. Alors que on constate avec vous que c'est parfois un problème. Oui, vous avez du mal à établir des priorités, mais aussi à savoir dire non, alors que c'est important. Pas dire non pour tout simplement dire non, mais à l'impossible, parfois nul n'est tenu. Les excès d'altruisme. Votre désir sincère d'aider peut vous rendre
peut vous perdre, en tout cas, vous faire perdre beaucoup de temps, mais aussi vous faire perdre beaucoup d'énergie. Parce que quand vous dites quelque chose, vous voulez coûte que coûte quand même le réaliser. Et parfois, les moyens ne suivent pas, parfois le temps ne s'y est pas, mais aussi parfois les circonstances ne le permettent pas. Donc, c'est important de faire ce qu'on appelle la jonction entre l'altruisme et parfois le besoin individuel de s'épanouir. Mais vous faire violence pour permettre aux autres d'émerger, parfois, ça peut constituer un réel problème. La faiblesse de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est important chez l'individu. Parce que ça vous permet de vous affirmer, ça vous permet de jouer ce rôle de leader naturel ou bien de leader charismatique. Donc, si vous ne parvenez pas à être à la hauteur de vos idéaux, parfois, votre estime de soi peut prendre un sacré coup. Mais il faut dire que quand on se fixe des objectifs parfois démesurés, il est fréquent de voir que on ne peut pas les réaliser ou bien on a du mal à arriver à ces fins. C'est des éléments qu'il faudra prendre en considération. Face au stress, comment est-ce que vous réagissez? Ou bien quels sont vos stresseurs potentiels? Les tâches routinières, le manque de contact, la récurrence des critiques, les tâches demandant la logique, le rationnel, les attaques personnelles. Oui, c'est bon de se comprendre, de comprendre quels sont mes stresseurs. Parce que la meilleure manière de lutter contre le stress, c'est d'anticiper sur les potentiels stresseurs. Qu'est-ce que ça veut dire un stresseur? Quelque chose qui pourrait vous mettre hors de vous. Oui. Donc, dans les sphères professionnelles où règnent peut-être ces éléments-là, vous aurez du mal à vous épanouir. Mais si vous voulez aussi exercer là-bas, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour faire face à ces caractéristiques-là environnementales. Parce qu'en réalité, il y a de ces environnements professionnels, vous ne pouvez pas avoir toute la chaleur que vous voulez, ou bien le réseau relationnel que vous voulez, ou encore l'absence de critique qui vous caractérise. C'est des éléments à prendre en considération. Et c'est là encore un point fort des tests de personnalité. Ça vous permet de comprendre réellement qu'est-ce qui me pousse à me comporter comme tel face à telle ou telle situation. C'est ça. Le style de communication. On dit que vous êtes naturellement charismatique et vous savez très aisément capter l'attention des personnes qui vous entourent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes empathique. Vous prenez en considération les préoccupations des autres. C'est-à-dire, vous êtes le porte-voix. C'est ce qui fait que, voilà, très rapidement, les gens vont adhérer à votre discours et vous plébisciter. On dit qu'ils sont doués pour la communication verbale. Ils sont des bons orateurs, mais aussi ils sont rassembleurs. Très bons animateurs et cherchent à faire l'unité avec leurs collègues de travail. Et c'est extrêmement important. Dans un environnement de travail, il faut tout faire pour que cela ne soit pas toxique. Il faut faire de telle sorte que tous les parties prenantes s'épanouissent dans cet environnement. Par rapport à la gestion des conflits, vous pouvez voir aussi que c'est en parfaite ligne par rapport à ce que nous venons de dire. La capacité à anticiper les disputes n'est pas une simple coïncidence chez les protagonistes, mais c'est une manifestation de ce qu'on pourrait appeler leur fonction cognitive dominante, c'est-à-dire le sentiment extraverti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu le besoin de chaleur, mais aussi la capacité à distiller des ondes positives.
C'est ce qui vous permet d'anticiper un peu sur les disputes. Vous pouvez voiler les dissidences dans la diplomatie pour éviter de causer du malaise. Vous évitez les contradictions. Vous valorisez l'unité et le consensus, mais aussi vous préservez l'harmonie. Mais à quel coût? C'est ça la vraie question. À quel prix? Au prix de vous faire violence. Oui. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure aussi, il faut toujours faire un peu, ou bien viser le juste milieu. Faire de telle sorte que vos préoccupations individuelles, quand même, se retrouvent dans les grandes lignes collectives. C'est important. Par rapport à la prise de décision, le processus de prise de décision des protagonistes est fortement influencé par leurs valeurs personnelles et leur sens de l'éthique. Très important. Leurs décisions sont souvent prises en tenant compte de l'impact sur les autres et de leurs principes moraux. Amen. Vous cherchez à comprendre comment vos choix affecteront les personnes impliquées, mais aussi vous préférez une approche de prise de décision collective. Vous valorisez les opinions et les perspectives des collègues. Tout cela, c'est des éléments qui peuvent vraiment peser sur la balance et qui font de vous vraiment des personnes plébiscitées. Je pense que je ne vais pas encore monopoliser la parole. Je vais laisser le soin à ma co-facilitatrice, Madame Sow Fatouley, d'introduire le cadre professionnel ou bien en tout cas les métiers dans lesquels vous êtes bien représentés et faire le link entre votre profil et les familles de métiers de Force N. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Sans transition, Fatou, on vous passe la parole pour la deuxième partie. Oui. Merci Babacar. Donc, dès que Babacar, Mohamed arrête le partage, je vais effectivement essayer de partager ma présentation. Alors, est-ce que vous recevez la présentation? Oui, c'est en cours. Pas encore. C'est bon. Pas encore. Est-ce que vous pouvez quitter et revenir? Ah, je vais quitter et revenir. Oui, arrêtez le partage et repartager. Oui, j'ai arrêté, oui. Oui, je vais repartager. C'est bon? Ça télécharge. Oui, c'est bon, parfait. Super. Alors, merci à Mohamed, merci au modérateur pour la gestion du temps. Mohamed vient tout juste de faire une analyse de la personnalité du protagoniste. Il a mis en lumière les caractéristiques dominantes. Alors, nous allons maintenant passer à une étape clé. Une étape clé, donc surtout comprendre comment ce profil peut s'insérer dans le monde professionnel, en particulier dans un secteur aussi dynamique, évolutif, exigeant que l'intelligence artificielle. Alors, et pour ça, nous allons d'abord voir le cadre professionnel, donc l'environnement dans lequel, en tout cas, il peut s'épanouir. Rappelez juste que quand on parle de cadre professionnel, ce n'est pas juste le poste de travail que vous occupez. Il est important de le comprendre. Le cadre de travail est beaucoup plus global que ça. Ça prend en compte les conditions matérielles, organisation et humaines, même de travail. Donc, lieu de travail, outils, équipements, tout ça, c'est l'environnement le cadre professionnel, l'environnement de travail. Alors, pour le protagoniste, pour réussir sa carrière professionnelle et s'épanouir au travail, donc lui, il a besoin d'un cadre dans lequel les valeurs qui lui sont chères sont vécues et promues. Ces dernières sont l'altruisme, il en a beaucoup parlé, le sens de la coopération et le respect de l'harmonie du groupe. Alors, autre chose, c'est que, en fait, ils aiment les métiers leur permettant d'interagir avec d'autres personnes et donc les métiers du domaine social. Ça, c'est de façon générale. Parce que c'est des personnes qui aiment toujours être en contact avec les autres. Ils sont très orientés humains. Le profil ENFJ est une bonne nouvelle. Il l'a dit tout à l'heure, Mohamed, dans une équipe, parce qu'il apporte l'harmonie. Il met une grande partie de son intérêt à aider ses collègues et à se développer, ou à leur prêter assistance quand cela est nécessaire.
Ils occupent souvent aussi des postes à responsabilité et savent alors motiver les autres par leur enthousiasme et leur style très participatif. Ils encouragent vivement la coopération et sont mal à l'aise dans les conflits parce qu'effectivement, ils cherchent l'harmonie. Alors, apparemment, c'est un profil qui est le bienvenu dans un cadre professionnel. Nous allons commencer maintenant par identifier les forces naturelles du protagoniste. Alors, ces forces solides qui constituent un véritable levier dans un contexte professionnel. Les soft skills qui découlent en tout cas de la personnalité sont l'empathie. Effectivement, je pense que Mohamed est largement revenu sur ça. C'est un soft skills qu'il possède. Et l'empathie leur permet de favoriser des relations humaines solides et une meilleure communication. L'esprit d'équipe qui facilite la collaboration et renforce la cohésion au sein d'un groupe. La communication efficace qui permet en tout cas, qui leur permet d'exprimer clairement leurs idées et d'écouter activement, ce qui peut éviter les malentendus et améliore les échanges. Donc, le sens des responsabilités, on l'a dit tout à l'heure, même on a dans le cadre professionnel, qu'il il peut occuper les postes de responsabilité. Donc, ça montre que le protagoniste est fiable et peut être compté pour accomplir ses tâches sans supervision constante. Alors, vision stratégique, c'est quelque chose aussi qu'elle possède plutôt, la vision stratégique. Alors, parce qu'ils savent percevoir le potentiel des autres et les aident à le développer, ce qui en fait d'excellents mentors coach. La capacité d'adaptation permet de faire face aux changements, aux imprévus avec souplesse, ce qui est précieux en environnement dynamique. Et ici, quand on parle d'environnement dynamique, quand même, l'IA est partie prenante. C'est un environnement évolutif, très dynamique aussi. Donc, c'est un environnement où il faut vraiment rester en veille. C'est un environnement où il faut s'adapter perpétuellement. Le leadership inspirant, donc c'est des leaders, ils sont charismatiques. Donc, ils inspirent et motivent les autres en prenant des initiatives et en guidant une équipe vers un objectif commun. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, les objectifs sont fixés. Et aujourd'hui, les entreprises les plus performantes sont ceux qui arrivent à atteindre en tout cas leur objectif. Et lui, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut guider les équipes à aller vers l'essentiel et à atteindre les objectifs qui sont fixés. Alors, l'écoute active qui est très important parce qu'elle permet de renforcer la qualité des échanges en assurant que les besoins et attentes de chacun soient pris en compte. Et ça, je pense qu'on l'a dit, c'est quelque chose qu'il possède, qui est ancré en lui parce que c'est quelqu'un, comme on l'a dit, qui aime être entouré, qui aime aider, qui aime assister les gens. C'est pour ça qu'il est important qu'il veille essentiellement à l'harmonie parce qu'il aime aider les autres. Hein? Il ne dit jamais non, c'est un problème bien vrai, mais c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider, à assister, à soutenir les autres. Alors, sur ce slide-là, nous allons maintenant voir les compétences humaines essentielles qui peuvent mobiliser, en tout cas dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, c'est important qu'on puisse voir par rapport aux soft skills que le consul possède. Quels sont aujourd'hui, en tout cas, ces soft skills qu'on doit posséder pour travailler dans le domaine de l'IA. Et ces soft skills-là, il est important que vous puissiez les connaître pour on peut faire la corrélation entre ce que vous possédez et ce qui est exigé, en tout cas, dans le domaine de l'IA. Il y a l'esprit critique qui est essentiel dans le domaine de l'IA. Il faut développer ça. Donc, c'est savoir analyser les résultats, détecter les biais et valider la pertinence des modèles. Alors, l'esprit critique nous permet vraiment d'analyser les résultats. Ça, c'est très important dans le domaine de l'IA et c'est pour ça qu'il est important de le posséder. La curiosité intellectuelle, elle permet en tout cas de rester à jour sur les évolutions technologiques et explorer de nouvelles approches. Alors, c'est tout le temps des solutions, des nouvelles solutions, des nouvelles approches. Il est important d'être en apprentissage continu pour pouvoir suivre les évolutions technologiques. Donc, c'est un soft skills aussi qui est incontournable, en tout cas dans le domaine de l'IA. La créativité et l'innovation,
Ça permet d'imaginer en tout cas des solutions innovantes et concevoir des algorithmes. Ici, quand on parle d'algorithmes, c'est des méthodes, c'est des suites d'étapes, c'est ce qu'il faut comprendre par algorithmes originaux. Alors, l'esprit d'analyse aussi, c'est incontournable parce qu'il permet de comprendre les données, identifier les schémas utiles et tirer des conclusions fiables. La fiabilité, alors, doit être basée sur la compréhension des données. C'est ça qui permet d'éviter les erreurs qui peuvent éventuellement survenir. Et on voit tout le temps, en tout cas, beaucoup d'erreurs dans le domaine de l'IA qui peuvent effectivement plomber un peu les projets qui sont mis en place. La résolution de problèmes, donc c'est important parce qu'il permet de surmonter les obstacles techniques et trouver des solutions efficaces au dysfonctionnement des modèles. C'est des projets qui parlent de projets, parlent d'ajustement, d'amélioration continue, parlent de besoins. Donc, c'est un client qui émet le besoin. Donc, c'est normal que dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation, donc qu'on puisse en tout cas se heurter à des dysfonctionnements, des erreurs. Et pour ça, il faut être en mesure d'aller en profondeur dans l'analyse des problèmes et pour éviter en tout cas, pour surmonter ces obstacles techniques et trouver des solutions efficaces et surtout adaptées. La communication claire, c'est important parce qu'elle va permettre d'expliquer clairement les résultats aux non-experts, partager les idées avec l'équipe. Effectivement, dans le domaine de l'IA, on va le voir plus tard sur les compétences mobilisables, il y a une équipe multidisciplinaire en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les experts techniques, mais il y a des non-techniques. Donc, les clients sont des non-techniques. Il y a des équipes qui travaillent dans ces projets, mais qui ne sont pas orientées techniques. Il est important de pouvoir communiquer avec cet ensemble de profils pour en tout cas aller à l'essentiel et atteindre en tout cas les objectifs du projet. La flexibilité, donc la capacité d'adaptation, ça permet d'ajuster rapidement les outils, langage et méthodes en constante évolution. L'esprit d'équipe, donc il est important de pouvoir travailler et collaborer avec des profils techniques et non techniques dans les projets, comme je l'ai dit tantôt, parce que c'est des équipes où on voit des profils différents et il va falloir non seulement communiquer avec chaque profil, mais communiquer avec l'ensemble, donc aller vers l'essentiel pour mobiliser l'ensemble de l'équipe, pouvoir mettre un cadre qui permet à ces gens de communiquer de façon efficace. Et pour ça, je pense qu'il est important d'avoir un esprit fédérateur, collaborateur qui permet en tout cas de pousser les équipes et de les amener en tout cas à s'investir dans le projet qui sont développés. Il y a le sens de l'éthique et de la responsabilité. Alors, il est important d'intégrer ces enjeux-là de confidentialité, de biais, d'équité et de responsabilité dans les choix. Parce qu'on l'a dit, aujourd'hui, il faut comprendre que la machine, en fait, l'IA n'est pas seulement en fait des solutions, des machines. L'IA est orientée humain parce qu'il y a cet impact humain. Donc, les machines sont réalisées en tout cas au profit, c'est pour les clients, c'est pour les utilisateurs que nous sommes, mais elle n'est pas seulement orientée technique, on va le voir plus tard. Il y a cet aspect humain qui est indispensable, sinon on risque d'avoir des solutions, en tout cas, des systèmes qui vont aujourd'hui avoir des impacts négatifs sur nous et sur notre vie. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre en compte cet aspect-là d'éthique et de responsabilité. Alors, je l'ai dit, et je pense que même Mohamed est largement revenu sur ça. Vous avez des soft skills qui sont vraiment essentiels et incontournables dans le domaine de l'IA. Et je pense que ça, il est important qu'on puisse vous accompagner à les identifier. Et c'est ça qu'on va faire là tout de suite. Essayez de voir avec vous, après les personnalités qu'on a vues, qui découlent un peu de votre, les soft skills qu'on a vues qui découlent de votre personnalité, on a parcouru aussi les soft skills que vous devez posséder pour travailler dans le domaine de l'IA. Et là, maintenant, on va vous montrer, en tout cas, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mobiliser ces forces-là existantes pour répondre aux exigences du secteur de l'IA et d'y apporter, en tout cas, une touche positive et une touche efficace. Et je pense que c'est pour ça qu'on a choisi ces quelques soft skills qui sont incontournables
et qui peut vous aider en tout cas à vous épanouir dans le domaine de l'IA. Il y a l'esprit d'équipe. Alors, pourquoi c'est indispensable? C'est quelque chose que vous possédez et ça va vous permettre en tout cas de renforcer la collaboration entre les profils tech et aujourd'hui les non-tech. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que alors, le consul, plutôt le protagoniste, va vous aider à renforcer la synergie des équipes IA. C'est important. Cette capacité que vous avez, en tout cas, de mobiliser tout le monde, de travailler avec tout le monde dans un cadre harmonieux, c'est ça, en tout cas, qui va renforcer la synergie entre les équipes tech. Donc, cet aspect collaboration entre les profils, c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser pour travailler dans le domaine de l'IA. La communication efficace. Alors, elle permet de faire face aux évolutions rapides du domaine tech. Alors, aujourd'hui, pourquoi c'est important, en tout cas pour vous, de l'avoir, plutôt de le mobiliser dans le cadre de l'IA? Parce que ça va vous permettre, en tout cas, de pouvoir travailler, de vulgariser et de pouvoir expliquer de façon très claire des concepts très techniques avec des gens qui ne sont pas techniques. Aujourd'hui, la communication va permettre de façon très simple, va vous permettre de pouvoir expliquer à tous les profils qui tournent autour du projet de façon très simple les concepts, tout ce qui est concept, et ça vous permet aussi de vulgariser en tout cas tout ce qui est technique aux managers, aux clients, aux utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider à travailler dans le domaine de l'IA. La capacité d'adaptation aussi. Alors, pourquoi? Parce que l'IA change constamment, on l'a dit tout à l'heure. Alors, il est important de savoir apprendre et s'adapter en continu. Et pour ça, il faut comprendre qu'aujourd'hui, elle est essentielle car il faut s'adapter aux changements pour rester efficace. Ça renvoie à l'efficacité. Parce qu'on a dit que c'est un domaine très évolutif. Et comme c'est un domaine évolutif, il va falloir en tout cas rester en veille. Il va falloir s'adapter aux changements. Il va falloir s'adapter aux nouveaux outils, aux nouvelles solutions. Et pour ça, cette capacité que vous avez va vous aider en tout cas à être à l'aise dans le domaine de l'IA. Leadership, vous êtes des leaders naturels et ça vous permet en tout cas de fixer des objectifs et guider l'équipe dans un projet IA qui est souvent technique et complexe. Donc, votre capacité, comme on l'a dit, en tant que leader, va aider en tout cas l'équipe à gérer ces aspects complexes-là de l'IA. L'écoute active aussi va vous permettre de bien saisir ce que les utilisateurs ou clients veulent vraiment, parce que qui parle de projet parle de clients. Ça dépend des besoins, ça découle des besoins des clients. Alors, comme ça découle des besoins des clients, il est important de comprendre, voilà, et de comprendre la commande et de pouvoir, en tout cas, faire des projets qui sont conformes à la demande du client. Et pour ça, il est important d'avoir cette écoute active qui va vous permettre non seulement de pouvoir interagir, de pouvoir communiquer avec les clients, mais aussi de travailler de façon efficace avec tout le monde, avec les équipes. Cela aide à développer une IA plus utile et plus performante parce que ça va être centré dans vraiment le besoin du client. Et ça, vous pouvez le développer avec cette écoute active-là que vous possédez aussi. Le sens de la responsabilité vraiment vous pousse à vous assurer que l'IA est utilisée de manière juste, sûre et respectueuse. Et ça, c'est fondamental, en tout cas dans le domaine de l'IA. Tout à l'heure, je le disais, c'est quelque chose, parce que lui, en tout cas, le protagoniste en général, il veille à ce que l'innovation nous serve tous. Comme je l'ai dit, l'impact peut être négatif. Nous visons un impact positif parce que ça impacte notre vie privée, ça impacte le secteur de la santé, ça impacte beaucoup de secteurs l'IA. Donc, il est important pour nous de pouvoir prendre en compte un peu cet aspect humain, cet aspect positif des solutions qui sont mises en place. Et pour ça, je pense qu'il faut mobiliser le sens de la responsabilité. C'est ça qui nous permet en tout cas d'avoir en tout cas des IA qui répondent en tout cas à nos besoins et qui font en tout cas, qui vont nous servir de façon, qui vont servir plutôt toute la communauté. Vision stratégique humaine, elle permet de prévoir les besoins futurs et les changements technologiques pour mieux s'adapter. Alors,
cette vision nous permet aussi de donner voilà, une direction et du sens même au projet IA, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir une vision claire pour pouvoir orienter les solutions vers des objectifs concrets. Et pour ça, je pense que la vision stratégique peut être un atout, une force extraordinaire en tout cas, et qui va vous permettre en tout cas d'être en veille et d'avoir cette vision claire pour orienter les solutions vers des objectifs non seulement concrets, mais des objectifs aujourd'hui qui vont impacter les communautés de façon positive. L'empathie, l'altruisme. L'empathie renvoie en tout cas à la capacité de pouvoir un peu se mettre à la place des autres, comprendre les émotions des autres. Aujourd'hui, même si l'IA est une technologie, hein, elle est toujours conçue pour interagir avec des humains et influencer leur vie. Donc, il est important de pouvoir connaître, en tout cas, de se mettre à la place de ces gens-là, de connaître leurs émotions. Et ça permet, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir mettre en place, en tout cas, des IA qui vont répondre aux besoins réels, mais surtout qui auront de l'impact positif sur nos vies, sur nos systèmes, alors sur notre organisation. C'est important de pouvoir prendre en compte ces aspects-là. Donc, comme je l'ai dit en haut, tout n'est pas tech. On a la technologie, mais l'aspect humain, c'est important. C'est l'aspect humain qui va encadrer les IA et la technologie. Et ça, vous possédez tous les atouts, toutes les forces aujourd'hui qui vous permettent de mettre cette touche humaine dans les IA. Alors, on ne peut pas tout avoir. Et c'est important de comprendre que malgré ces forces-là extraordinaires que vous avez, il y a quand même des points à revoir. Certains, vous devez les développer, d'autres, vous devez les renforcer. C'est notamment la gestion du temps, la priorisation. Comme vous voulez tout le temps, vous dites oui à tout le monde, vous n'aimez pas, en fait, vous ne pouvez pas dire non. Alors, c'est un problème parce que vous ne priorisez pas, vous ne gérez pas le temps. Alors que les projets IA sont complexes. Et c'est des projets qui s'inscrivent dans une longue durée et structurés en étapes. Donc, si vous ne priorisez pas, on perd du temps, vous perdez du temps et ça ralentit l'avancement du projet. Donc, c'est important de prioriser. Donc, il faut travailler sur ces aspects-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez vous fixer des objectifs clairs et mesurables, apprendre à dire non, c'est important, et à se concentrer sur l'essentiel. Dans les projets IA, en tout cas, c'est important de pouvoir se fixer non seulement des objectifs, mais de pouvoir aller progressivement. Et il y a là des outils qui vous permettent de prioriser et de planifier et de gérer le temps que vous pouvez utiliser, que vous pourrez voir sur le net, mais aussi que vous pouvez développer vous-même. Il y a la résilience, gestion de stress. L'IA implique beaucoup d'incertitudes. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des erreurs qui surviennent, des bugs, résultats inattendus. Alors, sans gestion de stress, cela peut freiner la performance. Alors, je pense que donc il faut prendre ça en considération et voir un peu dans la mesure du possible comment renforcer ça. Ça peut vous aider en tout cas à être beaucoup plus performant dans le domaine de l'IA. Alors, pour le développer, vous pouvez apprendre à prendre du recul plutôt face aux situations, à accepter que l'erreur fait partie du processus. C'est important. On ne peut pas commencer un projet. Alors, au premier essai, test, on le réussit. C'est rare que ça arrive. Donc, il faut prendre en compte ces aspects-là. Il y a la pensée critique et analytique. Les modèles peuvent être biaisés ou faux. Il faut analyser, questionner et valider les résultats pour éviter les erreurs. Alors, donc, il faut en profondeur poser les questions, analyser, se poser les bonnes questions, aller en profondeur. Et c'est ça un peu qui va permettre, en tout cas, d'éviter ces erreurs-là qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et pour ça, il faut avoir carrément une réflexion très profonde pour aller en profondeur dans les problèmes qui peuvent survenir. Alors, on peut le gérer en s'entraînant à analyser des données et des problèmes, poser systématiquement la question, le pourquoi. Toujours le pourquoi. Pourquoi ça nous permet d'aller en profondeur, mais de façon très organisée et très efficace. Voilà, donc je pense que c'est une question qu'il faut prendre en repérage, que vous devez vous poser en tout cas pour essayer de développer ce soft skills-là. L'apprentissage continu, tout à l'heure je l'ai dit, le domaine évolue très vite. Alors sans apprentissage continu, les compétences deviennent rapidement obsolètes. Alors le protagoniste doit renforcer ces aspects-là, surtout.
Parce que pourquoi? Il n'est pas très technique. Il a des capacités, des qualités humaines extraordinaires, mais malheureusement, ce n'est pas orienté technique. Mais comme ces qualités humaines-là sont essentielles dans le domaine de l'IA, ils jouent le rôle de veille. C'est eux qui vont aujourd'hui permettre à ce que les techs puissent en tout cas prendre en considération ces aspects-là. Qui ça va impacter? Comment ça va impacter les utilisateurs? Ça, ces questions-là, vous allez voir que le protagoniste se pose ces questions-là pour veiller à ce qu'on ait des IA qui peuvent en tout cas être des solutions que nous allons non seulement accepter, mais que nous allons nous approprier parce que c'est des solutions qui vont venir en tout cas changer notre vie de façon très positive. Voilà un peu. Je vais conclure sur ces mots. L'intelligence artificielle ne repose pas uniquement sur des compétences. On l'a vu sur les slides précédents, sur des compétences techniques, mais aussi sur des profils capables de comprendre. Pourquoi? De comprendre, d'analyser et de s'adapter. Le protagoniste possède déjà de fortes qualités. Je le dis, de fortes qualités humaines, comme l'empathie, la communication et le leadership, essentielles dans les environnements collaboratifs de l'IA. Toutefois, pour réussir pleinement dans ce domaine exigeant, il doit renforcer des compétences clés comme la pensée analytique, la gestion du temps, la gestion du cycle, l'apprentissage en continu, surtout orienté tech. C'est cet équilibre entre intelligence humaine et rigueur cognitive qui lui permettra de transformer son potentiel en véritable impact dans le domaine de l'IA. Donc, vous avez votre place et je pense que cette place-là, vous pouvez la saisir et vous asseoir pleinement sur cette place-là parce que vous avez tous les atouts en tout cas pour évoluer dans le domaine de l'IA. Pour être renforcé, vous avez des formations, des coachs et des services qui sont là, qui pourront vous accompagner à améliorer et développer les soft skills qui vous manquent ou que vous devez renforcer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatoulaye, pour la qualité de la présentation, pour la générosité, en tout cas, surtout dans le partage d'informations. On est malheureusement au terme de cette session. On va prendre juste une seule question. S'il y a une question, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il peut lever ou elle peut lever la main. Donc, parce que ça nous permet toujours, en tout cas, de connaître nos préférences, de connaître notre trait de caractère, de connaître nos motivations et de pouvoir contrôler notre comportement. Ne serait-ce que pour ça, c'est très important. Mais ça vous permet aussi de voir les différences comportementales quand vous allez vers les autres. Ce que ça doit vous permettre encore, c'est d'être tolérant, de ne pas juger les autres et de mettre le focus sur vos chemins de développement pour pouvoir toujours être en mesure de combler le vide qui reste à combler quand il s'agit de s'engager dans une voie de formation ou bien dans une voie professionnelle. Encore une fois de plus, Babacar, merci à Force N et bonne continuation à nos apprenants. Merci. Merci Mohamed, merci à vous pour la qualité de votre intervention. Fatoulaye, oui, quelques mots de conclusion. Oui, merci Babacar pour vraiment la gestion du temps, la modération. Mohamed, merci pour la qualité de ta présentation, vraiment. Toujours, voilà. Alors, remercier aussi les participants, surtout. Et j'ai mis mon mail. Alors, on peut continuer au besoin l'accompagnement en back-office. Donc, dire encore merci à Force N de toujours nous faire confiance, en tout cas. Nous restons disponibles pour la remercier les jeunes aussi pour leur engagement et leur disponibilité. Merci à tous.